Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Poltergeist en 3D. L'histoire. La maison dans laquelle les Bowen et leur enfant viennent d'emménager révèle une infestation d'un genre démoniaque qui s'en prend à la petite dernière de la famille, Maddie. Eh bien, c'est le remake du film culte du même nom, réalisé par Tobe Hooper en 1982. Et eh bien, j'ai été vraiment satisfait de l'avoir vu au cinéma. J'avais vraiment accroché lors de la bande-annonce, dès les premiers instants, j'ai dit voilà, ça m'a l'air du bon film. Et tout à fait, même si ce n'est pas un copier-coller de l'original, c'est un divertissement donc familial, je le précise, tout à fait honorable et de bonne qualité dans son ensemble. Alors, pour commencer, moi, ce qui me préoccupait vraiment, c'était la 3D. Et je m'étais dit en fait que ce film allait être en quelque sorte la dernière chance pour que je me déplace voir un film au cinéma, tout simplement, car jusqu'à présent, le dernier en date qui m'ont donné une 3D digne de ce nom, c'est-à-dire, pour bien préciser, non seulement de la profondeur, mais aussi des effets 3D, c'est-à-dire qui sortent de l'écran. Il fallait remonter à The Amazing Spider-Man numéro 2, c'était quand même en avril 2014. Et jusqu'à présent, aucun film n'avait enfin pu m'offrir le spectacle que j'attendais en 3 dimensions. Et bien là, enfin, c'est tout ce que je demandais. Bon, c'est pas des effets vraiment mirobolants, mais au moins il y a quelques fois où ça sort de l'écran enfin. Bon, ils sont pas nombreux, mais au moins ils sont là. Après, je précise pour l'anecdote, eh bien, je l'ai vu dans une petite salle. Et j'étais au dernier rang. À l'avant-dernier rang. Pour remarquer aussi que j'avais remarqué, il y avait moins de haut-parleurs, à savoir 3 sur les côtés et 2 derrière moi, ce qui fait donc un son de 8 haut-parleurs. Alors que dans les salles moyennes et plus grandes, c'est 5 haut-parleurs. En tout cas pour les salles moyennes, dans mon cinéma, c'est 5 haut-parleurs de chaque côté. Ce qui fait donc du 5.1 multiplié par 2, ce qui fait donc du 10.2. Voilà, en son. D'ailleurs, en parlant de ça, il est bon. Je n'ai rien à dire sur l'acoustique du film est vraiment bonne. Et la 3D, eh bien, je pense aussi le fait que j'ai été dans une salle plus petite, j'ai été plus immergé dans la 3D. C'est mon impression. Et après, chacun peut différencier l'interprétation de la 3 dimensions. Mais là, eh bien, c'est une 3D de conversion, j'ai bien vérifié à la fin du générique, et de bonne qualité. Ah, ça m'a fait plaisir. Après, le scénario lui-même, eh bien, il est
il bouge quasiment pas par rapport au premier, hein, il est fidèle. Alors il y a des personnages qui sont différents de par leur physique. La première, eh bien, c'est la petite Madison, alias Maddie, hein, et qui a une ressemblance vraiment frappante par rapport au personnage de Caroline, hein, par la pauvre petite O'Rourke qui est décédée, hein, lors du tournage de cette saga. Ça se passe quand même dans les années 1980. Hein. Et bien là, oui, j'étais frappé, vraiment un superbe casting pour cette petite. C'est quasiment la même, mais en brune. Alors les autres personnages, eh bien, ils sont dans le jeu d'acteur et d'actrice, ils sont assez bons, et d'autres pas du tout. Je pense entre autres eh bien, au médium qui reprend le rôle de la naine, hein, la médium naine du premier. Je m'arrête ici. Si vous n'avez pas vu le premier, il faut absolument que vous le voyez. Pour moi, c'est un film qui est eh bien, culte. Hein. Je le classe d'ailleurs au rang du chef-d'œuvre du cinéma fantastique. Même si c'est sorti au début des années 1980, pour moi c'est vraiment une référence, c'est le film à voir pour le genre fantastique et fantôme. D'ailleurs, le premier s'appelle Poltergeist, la vengeance des fantômes, hein, le titre complet. Et il y a ce personnage qui est masculin, hein, qui fait le rôle de cette médium. Dans le premier, j'ai trouvé non seulement que c'était une caricature, mais il jouait très mal. Enfin vraiment, j'ai trouvé très mauvais cet acteur. Ainsi que un peu moins mauvaise, mais sans envergure et vraiment aucune. La responsable du département de sciences paranormales dans l'université où avait étudié la mère de Madison. Et ces autres personnages qui sont secondaires, qui concernent les assistants et assistantes, hein, sont presque insignifiants, à part peut-être l'homme, enfin le jeune homme. Mais j'ai vraiment trouvé ces personnages, le médium et la chasseuse de fantômes en chef, sans envergure, même parfois à la limite du ridicule. C'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment le bémol du casting et du jeu d'acteur qui vraiment, là je compare avec ceux du premier qui avaient vraiment un charisme vraiment bien défini. Là, j'en ai pas trouvé. Alors, les effets spéciaux. Eh bien, forcément, on est en 2015, alors le travail d'ordinateur est vraiment présent. D'ailleurs, je pense que c'est que ce qu'on appelle du CGI, hein, en anglais, que tous les effets spéciaux sont vraiment faits tous par ordinateur. Il n'y a pas, selon moi, de travail artisanal concernant les effets spéciaux et les maquillages. Pour moi, c'est vraiment c'est que du travail d'ordinateur. Hein. Mais ils sont bons. Je retourne à 3D. Par contre, pour les plans séquences se déroulant dans l'obscurité, dans l'obscurité presque, où c'est presque noir, elle ne fonctionne pas, selon moi. J'ai pas trouvé de 3D présente. Mais bon, le reste du temps, on la voit bien. D'ailleurs, c'est une constatation en général. La 3D dans les scènes obscures
ne fonctionne pas, tout simplement. Et pour le reste des effets spéciaux, ils sont, oui, ils sont quand même, oui, oui, corrects, hein. J'ai bien aimé, alors là je vais donner quelques détails, pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus. Salut, vous voyez le premier film et celui-ci, vous ne serez pas déçus. Mais maintenant, pour ceux qui restent, eh bien, c'est une scène que j'ai bien aimée dans ce film, concernant les effets spéciaux. Je pense tout de suite à une des scènes cultes, hein, c'est avec l'arbre, hein, qui est un saule dans l'histoire originale, et là qui est aussi massif. Et puis j'ai vraiment bien aimé cette séquence, oui, de l'arbre qui vient, qui vient attaquer le jeune Griffin, qui est moins spectaculaire que dans le premier. Mais là, voilà, à un moment donné, on voit en fait une branche de l'arbre qui est comme une espèce de griffe, vous voyez, de main griffue qui vient, sur une vitre, qui vient faire comme une griffe, vous voyez, qui vient gratter la vitre. Ça, je trouvais que c'était un bel effet. Et, je pense aussi, j'ai bien aimé, même si elle est basique dans son ensemble, mais toute la scène concernant le clown maléfique, ça j'ai bien aimé. C'était sympa, bien sûr bien moins effrayante que dans le premier, et aussi même si c'est vraiment très simple, un effet de jump scare, ce qu'on appelle un moment qui est censé vous surprendre, le coup de l'écureuil, qui sur le coup bien sûr surprend, mais en fait après ça fait rigoler. Bon, c'était une touche d'humour, quand même c'est un film sérieux. Et bien aussi la scène du placard, qui est un élément très important du film, puisque c'est le portail d'entrée dans le monde de l'au-delà, hein, le pays lointain, comme dans Insidious. Et c'est un peu moins impressionnant toujours que dans le premier, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé tous les effets spéciaux concernant cette scène, enfin ces différentes scènes, hein, dans le placard. À savoir quand même que dans le premier, la pièce, hein, de Madison, puisque c'est sa chambre dont il est question, est vraiment, je veux dire, c'est vraiment éloquent dans le premier, que c'est vraiment une chambre complètement possédée, où tous les objets, c'est ça la différence par rapport à ce remake, que tous les objets volent dans tous les sens, tournoient, vous voyez. Et aussi à un moment donné, ils sont tous aspirés dans ce gouffre dimensionnel. Et après, quelque chose qu'on compare toujours avec le premier, il y a une scène où en fait c'est une piscine qui n'est pas tout à fait construite dans le jardin, et où la mère dans le premier tombe dedans, et les morts ressurgissent de la boue. Bon, il y a cette scène qui est interprétée différemment, puisqu'on la retrouve quasiment à la fin du film, où les morts squelettes ressortent de cette boue noire. Avant ça, où la sœur aînée se fait attraper par il y a une espèce de trou, genre de flaque de boue noire, où il y a un bras qui la retient. D'autres aussi, une autre scène que j'ai bien aimée, qui a un coup d'œil directement par rapport au premier, où le père, hein,
qui est le plus sceptique dans la famille quant à la croyance pour les fantômes, eh bien, se voit, voilà, il se voit dans le reflet du robinet, avec la gueule en fait plus ou moins ravagée de verre, enfin, en tout cas dans le premier, où on voit les vers qui sortent de sa figure, et c'est un superbe effet pour l'époque. Et là, on devine plus ou moins que c'est un espèce de zombie en fait. C'est une scène courte, mais j'ai bien aimé le coup, vraiment la référence par rapport au premier. Le tout fait vraiment un divertissement que je vous encourage à voir. En plus, maintenant, c'est la fête du cinéma à partir d'aujourd'hui. Alors, raison de plus pour aller vous rafraîchir dans les salles obscures qui sont, enfin, en tout cas pour ma part, sont confortables et climatisées surtout. C'est important parce que à partir de maintenant, la chaleur ici en France va être de plus en plus importante avec une canicule qui s'annonce. Ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, ma rubrique, le saviez-vous, hein, ma rubrique sur les différents faits, les faits, petites informations sur le film. Alors, changement de décor. Contrairement au film original, dont l'intrigue se situait dans la période prospère des années 1980, ce remake se déroule dans une banlieue sur le déclin. La famille Bowen emménage alors dans un quartier délabré et sans âme de l'Illinois, où des maisons identiques sont disposées les unes à côté des autres. Au début des années 80, tout le monde rêvait de s'installer en banlieue, mais aujourd'hui, l'attrait de cette vie a disparu. Les personnages du film ont essayé de vivre le rêve américain, mais tout ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient, et leur situation est désormais précaire, explique le réalisateur. Maison à vendre. Alors, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la maison, en fait, c'est vraiment un élément, l'élément le plus important du film, forcément, c'est que, puisque le sujet, c'est une maison hantée. Trouver la maison idéale ne fut pas chose facile. Il fallait une bâtisse capable de communiquer une certaine ambivalence, avec à la fois un côté sombre et lumineux. La chef décoratrice Kalina Ivanov explique pourquoi son choix s'est porté sur la maison que l'on voit dans le film. Il raconte que la maison que nous avons choisie illustre parfaitement la monotonie de l'architecture moderne avec sa symphonie de beige. Sur l'observateur, oui, c'est vrai que c'est la couleur dominante. Comme on voit en banlieue, il fallait qu'il y ait des lignes électriques à haute tension dans le quartier, car elles jouent un rôle majeur dans l'intrigue. Évidemment, si on est observateur. Ainsi qu'un terrain vague à côté de la maison pour accueillir l'inquiétant Saul qui terrorise Griffin. Oui, c'est plutôt un petit jardin. À savoir, alors, c'est Petite Tête Blonde. Sam Raimi, producteur du film, s'est fortement impliqué dans le développement du film. Excusez-moi. Il place d'ailleurs les enfants au cœur de l'histoire. Il est logique que Maddie et Griffin soient les premiers à entrer en contact avec les esprits qui hantent la maison, car les enfants sont généralement plus ouverts aux situations nouvelles et utilisent plus volontiers leur imagination. C'est la raison pour laquelle ils sont plus susceptibles de percevoir ces créatures surnaturelles qui envahissent leur maison. Oui, car je précise que, en général, les enfants, en tout cas de leur âge, s'inventent souvent des mondes imaginaires ou des amis aussi imaginaires. Il y a d'ailleurs une scène capitale dans le film où ce petit Griffin, d'ailleurs son doublage est un peu aigu à mon goût, mais enfin c'est mon impression, sa voix est un peu nasillarde quand elle se mélange aux adultes. Et en fait j'ai trouvé ça subtil et bien pensé, car justement une voix d'enfant est toujours plus fluette et moins importante qu'un adulte. D'où à cause de la mue tout simplement au cours de l'âge. Et là il leur dit
C'est d'ailleurs le premier vraiment témoin conscient qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la maison, et vient le signaler à ses parents, qui sont en train de discuter de leurs problèmes et autres. Et j'ai trouvé ça, oui, bien pensé, parce que il leur dit, ben voilà, dans ma chambre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, personne ne l'écoute. Et j'ai vraiment trouvé ça bien pensé. Et pour finir, un dernier fait, à vous donner de croustillant, une participation intéressée, pardonnez-moi. Rosemary DeWitt a voulu participer au remake de Poltergeist, après avoir été témoin de l'engouement suscité par le film Conjuring, les dossiers Warren, lors de son avant-première. Elle accompagnait son mari Ron Livingstone, qui figurait au casting. En parlant de celui-ci, je vais vous donner la fiche technique du film. Alors, c'est réalisé par Jill Kennan, qui est sorti le 24 juin dernier, d'une durée d'environ 1h35, ce qui est toujours un film, en ce qui concerne la durée, c'est le format pour les films de genre, d'horreur, d'épouvante et fantastique. C'est la moyenne, hein. Avec dans les rôles principaux, eh bien, Sam Rockwell, Rosemary DeWitt et Jared Harris. Film américain, et non pas français, malheureusement. Le jour où il y aura ce même genre de film en 3 dimensions et français, je peux vous dire que ça sera un vrai événement planétaire. Pour conclure, eh bien, je vous donne ma note pour ce film. Eh bien, c'est un bon 15 sur 20. J'ai vraiment, à part eh bien, les personnages dont je vous parlais précédemment, par rapport à leur rôle d'acteur et leur prestation aussi, surtout, où j'étais déçu, malgré tout, voilà, la qualité du film surpasse ces défauts-là, avec vraiment une belle photographie. Le 15 sur 20 est vraiment mérité. Je vous conseille franchement ce film. Profitez-en, je rappelle, car c'est la fête du cinéma ici en France. Ce serait dommage de ne pas en profiter pour un petit tarif. Voici ce qui conclut ma vidéo critique pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos sur mes autres chaînes aussi, sur Post Ciné pour tout ce qui est sorti film et DVD, et Série Mania pour les séries de télévision. Et mettez-moi un M si vous avez encore mieux, et surtout encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.